l'ordre, s'il vous plaît. La commission reprend donc ses travaux. Bonsoir, mesdames. Bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Vous représentez donc l'Association du barreau canadien, division du Québec. Donc, je vous le redis à nouveau, bienvenue à la commission. Vous allez disposer d'une période de 10 minutes pour donner l'essentiel de votre mémoire, également de vous présenter. Et nous allons ensuite entamer la période d'échange avec les parlementaires. La période commence maintenant et la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Mon nom est Lisa Middlemiss et je suis présente avec Maître Claudia Andrea Molina et pour l'Association du barreau canadien Division du Québec. L'ABC, en fait, est une association nationale qui regroupe plus de 36 000 membres, notamment les avocats, notaires, professeurs et étudiants en droit qui s'engagent à travailler à l'amélioration du droit. La section nationale du droit de l'immigration compte environ 1200 membres. Et aujourd'hui, ce soir, nous aimerions porter votre attention à 3 conséquences non voulues de la planification proposée en recommandant des pistes de solutions. La première conséquence non voulue sera que le Québec risque de perdre de talents au profit d'autres provinces et d'autres pays. Nous saluons l'objectif du gouvernement du Québec de promouvoir la langue française, y compris dans cet exercice de planification en immigration. Cependant, nous craignons que de choisir la connaissance du français comme critère de sélection éliminatoire risque d'engendrer une fuite de compétences. Les facteurs tels que l'expérience de travail au Québec, par exemple, la formation, une offre d'emploi permanent, sont également des bons indicateurs de la capacité d'intégration d'un candidat. Donc, la conséquence non voulue est que le Québec se privera des candidats déjà établis chez nous. Par exemple, prenons un jeune couple, 2 citoyens du Brésil, en statut valide de travailleur étranger temporaire. Une personne travaille à Montréal en analyse de données pour une grande entreprise québécoise. Après 2 ans de l'expérience de travail à temps plein, son niveau de français atteint le niveau 7, requis sur l'échelle québécoise afin de faire une demande de sélection permanente, qui la qualifierait pour immigrer au Québec. Malheureusement, son époux n'arrive pas à atteindre le niveau de français 4, requise selon le projet d'études. En effet, le projet à l'étude n'impose pas seulement le français à la candidat principal, mais aussi à son conjoint. Donc, ces couples brésiliens seraient inéligibles selon les critères proposés. Pourtant, ces couples avec un membre francophile et établi au Québec et dont l'un des membres est francophone et devenu francophone, se rendent ensuite compte qu'avec la plateforme fédérale Entrée Express, ils peuvent facilement recevoir une invitation et obtenir la résidence permanente ailleurs. Ils déménagent à Toronto et le Québec perd dans cette situation 2 candidats sur la voie de la maîtrise du français. La deuxième conséquence non voulue est le manquement envers l'accord Canada-Québec de 1991. En fait, on garde les 2 engagements parallèles de l'accord. Le premier à poursuivre une politique d'immigration pour le Québec qui reflète le poids démographique de notre province au Canada, et le deuxième d'assurer l'intégration des immigrants. C'est le premier engagement que nous croyons n'est pas respecté dans les 2 scénarios d'immigration prévus. En fait, si le gouvernement du Québec maintient ses niveaux actuels, il ne représenterait qu'environ 10 % des admissions totales pour le Canada en 2024, environ 11 % en 2025, alors que la population du Québec est plus de 2 fois ce pourcentage. Et l'accord nous rappelle également que certaines compétences relèvent uniquement du Québec, la sélection des immigrants économiques, par exemple, alors que d'autres sont de juridiction du gouvernement fédéral, réunification familiale, la classe humanitaire et réfugiés. Il n'est donc pas constitutionnel pour le Québec de définir les seuils établis pour le regroupement familial, fixés à seulement 10 400 personnes par année pour les réfugiés reconnus sur place, fixés à 3 550 par année seulement, ainsi que pour les immigrants humanitaires 450 par année.
La troisième conséquence non voulue est un système d'immigration à deux vitesses. D'un côté, on a les travailleurs étrangers francophones au Québec, avec plusieurs options de se diriger vers la résidence permanente. Mais d'autre côté, on a un nombre croissant de travailleurs étrangers temporaires qui résident et travaillent au Québec sans aucun espoir de cheminer vers la résidence permanente. Et avec l'objectif d'atteindre 96% de l'immigration francophone au Québec, ceux qui ne sont pas capables d'obtenir le niveau 7 de langue française avant la date d'échéance de leur permis actuel ne se rendront pas à la résidence permanente. Pourquoi ne pas leur offrir aux francophiles et aux francotropes la possibilité d'avancer leur français après la soumission de leur demande de CSQ? Prenons l'exemple populaire, par exemple, le programme pilote pour les travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, technologie de l'information et effets visuels, avec le profil francisation. Nous devrons célébrer l'activité de la seule province francophone au pays en facilitant des moyens pour les francophiles et francotropes de déposer une demande de sélection permanente et de demeurer au Québec, plutôt que de les abandonner au purgatoire de statut temporaire pendant leur période d'apprentissage et de les perdre par la suite au profit d'autres provinces. Le Québec est une société reposant sur la primauté du droit. Le système de moindre vitesse au Québec causé par les seuils fixés pour les catégories du regroupement familial, humanitaire et réfugiés doit être éliminé, car il constitue un traitement défavorable qui viole la primauté du droit et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales protégées par nos chartes et par notre Code civil du Québec. Il cause des effets non voulus et viole le droit à l'égalité et à la non-discrimination, l'accès sans délai indu à la citoyenneté canadienne, comprenant le droit à la mobilité et le droit de vote, le droit à la protection des enfants des préjudices irréparables causés par la séparation prolongée de leurs parents. Les traitements défavorables causent aussi une détresse psychologique et des préjudices économiques accrus. Ces seuils punissent les personnes les plus vulnérables de notre société, incluant notamment des enfants francisés au Québec, des parents âgés, des personnes sans statut, des personnes victimes de violences conjugales, des anges gardiens, des survivants de traite de personnes et d'esclavage, des mères et des pères monoparentaux avec des enfants dans leur pays d'origine, des réfugiés issus de communautés religieuses et de la communauté LGBTQ2S+, qui viennent au Québec pour retrouver leurs droits à la liberté, à l'égalité et à la sécurité. La prolongation des délais pour ces dites catégories provoquera un retard à l'obtention de la citoyenneté canadienne et par conséquent au droit de vote aux élections scolaires, municipales, provinciales et fédérales et au droit à la mobilité et à la pleine participation à la société canadienne et québécoise. En retardant, par exemple, l'accès à certains emplois, l'accroissement de la famille et de la participation à la vie politique. Ces retards indus contrastent avec le site Web du gouvernement du Québec qui proclame que le Québec est une société libre et démocratique qui repose sur le droit à l'égalité des personnes ainsi que sur la pleine participation des personnes immigrantes à la société québécoise. La prolongation des délais aura comme conséquence non voulue de séparer les enfants de leurs parents québécois et de mettre des vies en suspens, et ce, dans toutes les catégories où des enfants demandent la résidence permanente et où ont des parents qui sont à l'étranger. Ceci viole notre obligation de protéger le meilleur intérêt de nos enfants, tel que statué à l'article 39 de la Charte québécoise des droits de la personne et à l'article 32 du Code civil. Les personnes réfugiées, protégées ou acceptées sous motif humanitaire ou d'autres programmes spéciaux peuvent parfois attendre jusqu'à 5 ans ou beaucoup plus pour se réunir avec leur famille. Les délais additionnels vont retarder l'intégration de leurs enfants dans la société québécoise et faire souffrir des familles indûment. Il faut souligner que les personnes réfugiées sont protégées et ne peuvent voyager dans leur pays d'origine. Donc, ne pas avoir de passeport canadien, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Tout ça va causer une détresse psychologique qui va affecter des familles, qui va mettre la pression sur les familles. Et il va empêcher certaines personnes d'avoir des possibilités d'emploi à cause de leur statut temporaire. Des vies sont en suspens à cause de ces seuils.
Ça cause aussi des préjudices économiques. Des Québécois qui luttent pour la réunification familiale doivent payer plus que des personnes d'autres provinces qui veulent se réunir avec leur famille. Ceci constitue un traitement inéquitable qui enfreint notamment le droit à l'égalité prévu à l'article 10 de la Charte des droits de la personne. Durant le processus de parrainage, à l'intérieur du Canada, la plupart des époux et des enfants n'ont pas de couverture médicale ou d'assurance médicaments. Plus les délais vont être prolongés, plus les frais vont être multipliés. Je dois vous arrêter ici. Le 10 minutes, ça passe vite, hein, 10 Merci. minutes. Mais on entame quand même une période de discussion avec les parlementaires. Alors, je me tourne du côté de la banquette de la ministre. Alors, vous avez 16 minutes, 30 secondes. La période commence maintenant. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'aimerais vous léguer un peu de temps de parole additionnel pour que vous puissiez conclure comme vous aviez l'intention de le faire. Je vous remercie. Donc, pour conclure, il faut souligner que la vaste majorité de ces personnes reconnues réfugiées, personnes protégées, les personnes acceptées pour motifs humanitaires, ainsi que les personnes parrainées au Canada et acceptées dans les programmes spéciaux sont intégrées pour la plupart et parrainées. Ils reçoivent un certificat de sélection du Québec et souvent, on leur exige de prouver la francisation. Donc, il n'y a aucune corrélation entre la fixation de ces seuils-là et la francisation au Québec. Vu ces violations, certains Québécois de souche vont décider de quitter le Québec et nous allons perdre des candidats francophones et intégrés vers d'autres provinces et du même coup violer nos valeurs fondamentales. Donc, tout ceci ne peut être voulu par cette honorable Assemblée nationale. Merci. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci de prendre part à cet échange, cet exercice démocratique et à nous partager votre point de vue, votre expérience également. Alors, je constate à la lecture de votre mémoire que vous avez des réserves là, par rapport aux orientations en matière de connaissance du français. Et, ben, comme vous savez, pour nous, c'est un axe central de la réforme qu'on a mise de l'avant. On veut que l'immigration soit une des solutions pour le rehaussement de l'utilisation du fait français. Non pas que l'immigration soit la seule des solutions, loin de là, mais c'en est une qui est d'importance. Donc, pour nous, c'est vraiment important, incontournable de transmettre un message clair à l'effet que la connaissance du français est un passage incontournable pour qui veut s'établir dans la durée au Québec, dans le long terme. Donc, on veut transmettre le message également qu'une immigration réussie, bien, ça passe par le vecteur d'intégration qui est la connaissance de la langue française. Donc, de là, l'ensemble de nos modifications proposées au printemps dernier. Et il faut voir aussi que ça permet d'avoir une immigration qui soit davantage, qui s'inscrive davantage dans la durée. Parce que j'aimerais vous partager quelques chiffres. Si vous regardez de l'année 2011 à 2020, dans la catégorie de l'immigration économique, le taux de présence était de 76 en janvier 2022 pour les personnes immigrantes ayant déclaré la connaissance du français à leur admission. Donc, leur admission était soit entre 2011 et 2020. Et donc, en 2022, 2 ans plus tard, ils étaient à 76 toujours au Québec. Alors que pour les personnes qui déclaraient ne connaître que l'anglais, ce taux de présence au Québec, après 2 ans, donc, était de 46 On est 30 dessous lorsque les personnes ne maîtrisent que l'anglais. Donc, c'est la preuve que la connaissance du français, c'est un outil de rétention centrale qui nous permet de nous inscrire dans la durée quand vient le temps d'octroyer la résidence permanente à quelqu'un. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous êtes d'avis que de viser une rétention de long terme pour les immigrants permanents, c'est un objectif louable pour le gouvernement? Absolument, on est d'accord avec vous et à l'ABC Québec, on pense également que le facteur, la connaissance de la langue française est un facteur extrêmement important pour intégrer au Québec. Mais je pense que notre approche est juste, c'est diverge, juste dans le sens qu'on pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont quand même importants. Par exemple, l'expérience du travail au Québec, même au Canada, pour bien intégrer au marché de main-d'œuvre. Et
plusieurs candidats vont être en cours de francisation. Peut-être il ne sera pas au niveau 7, au niveau de la date de la présentation de la demande de sélection permanente, mais il pourrait être dans quelques ans, il pourrait être complètement, francisé maintenant. Mais le processus est plus graduel en ce qui concerne les francophiles. Ce serait chouette de voir comment on voit avec le programme pilote en intelligence artificielle et technologie de l'information, la possibilité pour un candidat à l'immigration d'avoir une certaine, il y a le profil francisation, où les candidats non francophones peuvent quand même faire la demande de sélection en signant un engagement à continuer leur francisation, être accompagnés par le Québec à poursuivre ces projets importants pour leur futur au Québec. Oui, c'est accessible pour un nombre assez restreint de personnes, là, ces programmes francisation pour des programmes pilotes. Donc, vous proposez dans le fond d'élargir Exactement. ce type de programme. Exactement. Pour des secteurs particuliers, vous êtes d'accord pour que ce soit des secteurs particuliers sur le plan économique qui soient l'objet de telles propositions? Mais c'est sûr qu'on pense que ce serait bien d'élargir cette possibilité, même à travers le nouveau mouture de programme régulier des travailleurs qualifiés qui deviendra le programme de sélection des travailleurs qualifiés. D'intégrer une possibilité pour le côté francisation pour les candidats qui ont d'autres facteurs d'intégration quand même importants avec le vouloir de continuer à apprendre le français. À quelques reprises, dans votre mémoire, vous indiquez que la connaissance préalable du français est un critère de sélection unique et éliminatoire dans les programmes réformés. Là, par exemple, vous mentionnez à la page 3 que le MIFI a choisi la connaissance du français comme critère de sélection unique et éliminatoire. Donc, j'aimerais préciser qu'il s'agit effectivement d'une condition de sélection, mais je tiens à préciser quand même qu'il y a de nombreux autres éléments qui entrent en ligne de compte pour la décision ultime. Il n'y a pas que la connaissance du français qui serve d'outil à la décision. Il y a également d'autres critères, par exemple ce que l'on appelle le capital humain, la concordance quant à l'expertise de la personne en regard des besoins du marché du travail, les caractéristiques de la personne conjointe. Donc, tout ça, ça participe également de la décision qui est prise. Donc, j'aimerais juste clarifier cet élément-là parce que vous sembliez considérer que c'était le critère unique de la langue qui était l'outil de décision. Et si vous regardez les mémoires des grandes associations économiques du Québec, ils sont tous en faveur de mesures qui promeuvent une meilleure connaissance, une plus grande connaissance du français. Donc, peu de personnes dans ce milieu se sont opposées au fait d'exiger la connaissance du français. J'aimerais maintenant vous amener sur le thème de la régionalisation. Donc, les besoins de main-d'œuvre, vous le savez, sont présents dans l'ensemble du Québec, puis je pense que de plus en plus de régions doivent reposer sur des personnes immigrantes pour maintenir l'activité économique dans certains secteurs ou services même gouvernementaux. Afin d'assurer la meilleure rétention possible des personnes en région, il y a des mesures qui ont été déployées par le gouvernement, des mesures d'intégration en région. Et bien sûr, encore là, le français devient un vecteur d'intégration réussi quand il s'agit d'aller immigrer en région. Donc, est-ce que vous êtes d'avis que la connaissance, la maîtrise du français est un atout aussi pour l'intégration au marché du travail dans les régions du Québec et pour favoriser également la rétention de ces personnes-là dans les différentes régions? C'est certain, oui. Il faut être habile en français. Parfois, c'est un parcours, ça n'arrive pas nécessairement à l'intérieur d'un permis de travail temporaire de 2 années, mettons. Mais c'est important que pour les immigrants aux régions d'être habiles en français, c'est sûr. Madame la Présidente, je cède le droit de parole. Merci, Madame la ministre. Alors, je reconnais la députée d'Iberville et je vous indique que le temps est à 7 minutes 49 secondes. Parfait. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir actuellement, qu'est-ce que vous pensez du programme de francisation au Québec qui a été mis sur pied récemment?
son déploiement au travers de toutes les catégories, statut permanent, statut temporaire? L'ABC, nous saluons tous les efforts qui sont faits pour améliorer puis accroître la francisation des nouveaux ressortissants. Donc, nous saluons ça. Ce que nous avons écrit dans notre mémoire, c'est que nous aimerions que ce soit plus une célébration du français et moins perçu à l'étranger, puis même à l'intérieur du Québec, comme une punition pour certains ressortissants étrangers. Donc, c'est sûr que tous les efforts qui sont déployés c'est extraordinaire et je pense que ça va aller dans la bonne voie. Tout ça va dans la bonne voie, absolument. Avez-vous des solutions pour l'amener plus loin, la francisation, pour la rendre plus inclusive, puis célébrer la langue davantage? Well, dans nos mémoires, à l'ABC, on est assez encadré dans ce qu'on a commenté comme juriste, surtout sur les aspects plus juridiques, si on n'a pas de position nécessairement sur cet enjeu important. Parfait. Bien, en fait, je vais dévier un petit peu le sujet sur la reconnaissance des acquis, puis la reconnaissance des qualifications acquises à l'extérieur du pays. Je voulais savoir, selon vous, quels sont les meilleurs outils, puis si vous avez des suggestions pour nous pour faciliter les processus, puis que les gens puissent développer leurs compétences au Québec, puis travailler rapidement dans leur champ de compétences, en fait, sur notre territoire. Et encore là, on n'a pas trop prôné de façon de faire, de saluer l'effort du gouvernement de vouloir faciliter ces processus de reconnaissance des compétences et de travailler avec les ordres professionnels pour pouvoir expédier ou acheminer ces processus pour les candidats à l'immigration. Mais on n'a pas de position déterminée sur cet aspect-là. Parfait. Puis au niveau de la démographie du Québec et du Canada, là, on sait qu'en ce moment, on est au neutre, on a une possibilité d'avoir une démographie qui décline avec le vieillissement de la population. Je sais que dans votre mémoire, vous semblez favorable quand même à l'immigration des jeunes. Est-ce que vous pouvez étayer un petit peu votre position là-dessus? Oui, c'est sûr. Comme vous dites, nos populations de démographie est en déclin. Par rapport à nos engagements ou les niveaux proposés, ce serait pour s'assurer la pérennité du Québec à l'intérieur du Canada démographiquement, ce serait préférable d'avoir les seuils plus proches à la proportion de la population québécoise à l'intérieur du Canada pour s'assurer qu'au futur, nos parts de l'immigration vont être si significatives pour pouvoir continuer dans notre importance là-dessus. Et c'est sûr qu'on veut encourager les jeunes, mais aussi reconnaître de l'expertise des immigrants qui sont moins jeunes aussi. Par exemple, peut-être de considérer les restrictions sur la nouvelle mouture de programme régulier de travailleurs qualifiés qui mettent un cap à 5 ans, je pense que c'est 55 ans pour le volet au talent, pour considérer tous les candidats, parce que parfois un candidat plus âgé peut amener une certaine expertise spécialisée. Mais c'est sûr qu'on salue l'objectif de aussi encourager les jeunes à venir au Québec et s'établir. C'est ça. Parce qu'on a certains démographes qui sont venus en commission dans les derniers jours, les dernières semaines, qui disaient justement que la première génération s'installe. Oui, ça vient combler une certaine partie de notre pénurie de main-d'œuvre, mais pour avoir un effet positif sur la démographie du pays, c'est souvent la deuxième génération, voire la troisième génération, qui a une vraie influence sur la population de la province, puis que la province qui devient pleinement intégrée. C'est pour ça qu'on met de l'avant, entre autres, la jeunesse. Puis je voulais savoir, vous, en tant que juriste, voyez-vous des façons, des opportunités de le mettre davantage en valeur? En fait, c'est dans notre mémoire, on a parlé des enfants francisés. Donc, des fois, il va y avoir des situations où les enfants ont toujours plus de facilité à être francisés, où les enfants vont être francisés, les parents ont plus de difficultés. Et on va se retrouver dans des situations où des enfants francisés vont être chambardés dans une autre province, ce qui n'est pas dans leur intérêt supérieur nécessairement, et voulu par le Québec. Je pense que si on a francisé des enfants, on aimerait bien les garder au Québec, parce que, comme vous dites, c'est le futur. Donc, ce serait dans cette optique-là que l'ABC
est en train de suggérer à cette Assemblée de s'assurer qu'il y a des mesures qui sont prises qui ne sont pas punitives, mais plus encourageantes et qui tiennent en compte le fait que parfois, il va y avoir des membres de la famille, comme a donné l'exemple Lisa, ou des enfants qui sont francisés au sein d'une même famille et que toute la famille va devoir quitter. Donc, je pense que ça, c'est un effet non voulu par cette Assemblée. Pensez-vous que la régionalisation de l'immigration a à voir avec la réussite de l'intégration et de la francisation chez les immigrants au Québec? Oui, c'est sûr, régionalisation, ça donne d'autres opportunités. Peut-être qu'il y a une façon d'accélérer certaines demandes qui est, régionales. Mais aussi, il ne faut pas ignorer le fait non plus que en termes de l'économie aussi, il y a une importance que Montréal reste quand même un pôle important, le Québec également. Il ne faut pas quand même oublier nos grands centres. Surtout, on parle d'intelligence artificielle et d'effets visuels et des industries d'eux-mêmes. Oui, exactement. Au niveau du temps? Il reste 1 minute 23 secondes. Parfait. Puis, avez-vous des solutions particulières, justement, pour répondre à une immigration plus ciblée dans des domaines d'expertise, comme les zones d'innovation, comme les pôles en TI, par exemple, comme vous le mettiez de l'avant, ou en intelligence artificielle, par exemple? Oui, je pense que la solution est vraiment le profil francisation parce qu'on attire ces gens, on émet des permis de travail, ils commencent à travailler au Québec, en Montérégie, par exemple, et ils commencent à apprendre le français, ils contribuent à l'économie, ils sont des travailleurs qualifiés, ils veulent rester, mais ils ne sont pas au niveau 7 au moment où ils veulent arriver à déposer leur demande de sélection. Ils déménagent à Toronto, à Vancouver, à Ottawa. Si on veut regarder cette main-d'œuvre qualifiée au Québec, il faut trouver d'autres pistes pour les accommoder, permettre de déposer leur demande de sélection et par la suite continuer leur apprentissage du français. Parce que des fois, ils sont très proches du 7. Donc, c'est très strict. C'est dans cette optique-là qu'on disait que des fois, ça peut avoir l'air très punitif parce que si c'est pas 7, si c'est 6, on punit, on n'encourage pas ou on n'encourage pas en punissant et en ne valorisant pas si la personne est rendue au niveau 6, par exemple, ou 5. Elle est presque... Alors, cette période est terminée. Merci. On continue, par contre, avec l'opposition officielle qui bénéficie d'une période de 9 minutes 54 secondes. Et je crois reconnaître le député de Néliga. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre rapport et votre présence en commission. Dans votre rapport, vous disiez que les planifications actuelles ne respectent pas les obligations constitutionnelles du Québec envers le Canada en matière d'immigration. Pouvez-vous élaborer? Oui, c'est... En fait, c'est à la page 10 qu'on parle, parce que la Code Canada-Québec prévoit que le Québec va recevoir un total des admissions au Canada qui est représentative à nos populations, ou plus 5 %. On a comme cette possibilité de plus. En ce moment, les seuils d'environ... on parle d'environ, 50 000 ou jusqu'à 60 000 admissions en 2024. C'est nettement inférieur à notre population à l'intérieur du Canada. En fait, ça représente que ça va être environ 11 % des admissions totales. Et la population du Québec est d'environ, c'est 2 fois ça, en tout cas. On parle, normalement, ça doit être au moins 2 fois cela pour respecter la partie de l'engagement de l'accord par rapport à la population, par rapport à les admissions totales. Donc, aucun des deux scénarios ne vous arrange aujourd'hui, 50 000 ou 60 000, parce que si on suit cette logique, et pour avoir le même poids au niveau de la Confédération, le Québec doit accueillir 100 000 immigrants. Oui, pour être, ça c'est nos partis, c'est au moins 2 fois ce qui est prévu en ce moment. Ce qui est 2? En ce moment, le gouvernement a prévu, je crois, ça varie entre 50 000 et 60 000 en 2024. Donc, vu que ça représente environ 11 % des admissions totales du Canada, normalement, le Québec est
un peu plus que 2 fois ça. So, normalement, ça devrait être au moins 2 fois les seuils prévus en ce moment. Et vous, au niveau du barreau canadien, vous êtes à l'aise par rapport à des seuils à 120 000 au Québec? Well, on n'a pas pris une position ferme pour déterminer les seuils en reconnaissant que c'est une décision du gouvernement. On a juste vu qu'il y a un déficit clair envers le Code Canada-Québec, mais on n'est pas des statisticiens ni des... Non, je comprends, mais vous nous dites qu'il faut respecter l'accord et en date d'aujourd'hui, l'accord n'est pas respecté. Pour le respecter, on doit prendre 2 fois. Donc, j'essaie juste de suivre votre logique pour comprendre sur quel seuil on parle, parce que sinon, je ne vais pas vous poser la question. Est-ce que vous êtes pour 50 000 ou 60 000 si vous êtes pour 120 000? On dirait que ça devrait être au moins double ce qui est prévu en ce moment. Maintenant, c'est 50 000, donc ce serait au moins 100 000 ou 120 000. Entre 100 et 120 000. Ouais. C'est ça votre proposition. Critère de la connaissance du français. Vous dites que le critère de la connaissance du français n'est pas un bon critère à utiliser et prive le Québec de candidats de qualité. Peut-être on doit... Sur quoi vous vous êtes basé pour faire ce constat? Mais peut-être on n'était pas clair qu'on pensait que ce n'était pas un bon critère préalable à la demande de sélection permanente. On pense que la connaissance de français est quand même une bonne critère, mais pas une condition préalable à la demande de CSQ. Ça veut dire que pour prendre ou pour avoir un CSQ, ce n'est pas important de demander l'exigence ou l'exiger le français, mais un peu plus tard dans le processus, est-ce que vous êtes ouvert? Oui, ça se peut qu'on peut envisager un programme où c'est possible d'avoir un niveau inférieur au niveau 7 au moment de la présentation de la demande de CSQ, mais qui se dirige vers une connaissance plus avancée par la suite. Oui. Vous dites quoi aux personnes qui vous disent qu'il y a une spécificité au Québec? Le français est en déclin. On doit tous travailler pour la promotion et la protection de la langue française. Il y avait pas mal de groupes qui disaient ça la semaine dernière. Vous, aujourd'hui, au niveau du barreau canadien, est-ce que l'enjeu de l'utilisation de la langue française est un enjeu que vous voyez que c'est un enjeu au Québec? C'est un enjeu très important, c'est sûr. C'est juste que notre approche est juste un peu différente dans le sens que on veut attirer les francophiles, on veut attirer les francotropes. On veut que les gens, c'est une expérience de vivre ici au Québec. J'ai fait moi-même personnellement, j'ai immigré, en guillemets, de nos provinces pour avoir cette opportunité d'apprendre le français, avancer ma carrière, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on veut être perçu par les immigrants, comme un pôle par les francophiles à cet effet. Mais vous voyez un peu ce qui se passe au Canada. Des crises de logement, je ne vais pas revenir sur les autres crises, santé, services sociaux, garderie. On a des régions où tout à l'heure on parlait de la Gaspésie, il n'y avait pas de logement pour des travailleurs. Vous avez vu aussi que les 5 dernières années, le gouvernement en place a laissé la porte grande ouverte aux travailleurs temporaires. Et je ne sais pas si vous avez lu ou vous étiez au courant du rapporteur des Nations Unies qui est venu au Canada. Il est venu au Québec aussi, à Montréal. Le cas de traite de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'on fait fausse route avec notre politique d'immigration au Québec? Au niveau des garderies, on voudrait peut-être mentionner que, justement, le fait qu'on ralentit la réunification familiale avec les parents qui souvent agissent comme gardiens des enfants, on omet de regarder une solution qui est là pour beaucoup de personnes, notamment aussi pour des personnes qui n'ont pas leur résidence permanente, qui n'ont pas accès aux garderies subventionnées. Donc,
c'est ça. Pour les travailleurs temporaires, nous aimerions avoir l'opportunité de fournir des soumissions avec tous les tenants et aboutissants de façon beaucoup plus étoffée pour traiter là, de la question des travailleurs temporaires. Mais vous pensez que cette commission, cette planification rate quelque chose parce qu'on ne parle pas des temporaires? Bien, sur les seuils, c'était pas les temporaires, c'était amené la semaine dernière. C'était quoi? C'était amené la semaine dernière, la question des travailleurs temporaires et des seuils pour les travailleurs temporaires ou la francisation obligatoire pour les travailleurs temporaires. Donc, nous aurions... C'était pas... Mais vous êtes pas... je comprends, mais Oui. vous êtes des expertes quand même du domaine de l'immigration. Oui. Ce que j'aime avec vous, vous avez le portrait aussi des autres provinces. Est-ce que vous trouvez normal qu'au Québec, la porte des temporaires, elle est tellement ouverte, grande, et le permanent est petit? Et j'avais dans votre place plusieurs groupes qui nous ont dit, écoutez, le besoin, c'est du permanent. Mais comme on n'en a pas parce que le gouvernement voulait avoir des seuils proches de 40, 50 000, la SOPAP, c'est le temporaire. Trouvez-vous que notre système est sur la bonne voie? C'est une bonne chose d'avoir du temporaire. C'est sûr qu'en ce moment, on a un système un peu à deux vitesses. On a des personnes qui se trouvent au Québec de façon temporaire depuis des années. Il faut faire des renouvellements de permis de travail avec l'appui de l'employeur, tout ça. Parfois, ça réussit. Parfois, c'est un échec. Il doit quitter le Québec. Alors qu'on a d'autres personnes qui peuvent se diriger vers une option de résidence permanente. Et pour être, c'est sûr qu'on essaie de souligner dans notre mémoire qu'on ne veut pas avoir, cette séparation entre des personnes qui peuvent avoir uniquement un statut temporaire au Québec et les gens qui ont la possibilité de devenir résidents permanents avec les programmes en immigration proposés. Bien, c'est comme vous dites, à l'époque, les PEC permettaient les travailleurs temporaires, certains travailleurs, disons, non qualifiés ou peu qualifiés, de pouvoir appliquer sous le PEC. Et là, maintenant, en éliminant ça, on accroisse des travailleurs qui sont ici avec un statut temporaire pendant 10 ans. Et effectivement, c'est pas une pleine participation à la société québécoise, canadienne, lorsqu'on est en statut temporaire précaire. Mais on s'entend, on n'en parle pas beaucoup dans cette commission. Je n'ai pas vu que vous mentionnez que le temporaire... On aurait l'occasion pour aussi une consultation subséquente sur dans 3 ans. Dans 3 ans. Beaucoup. Alors, cette portion des échanges est terminée. Je me tourne maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition avec une période de 3 minutes 18 secondes. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci pour votre mémoire. Mme Molina, vous avez dit des choses qui m'inquiètent. Vous avez parlé d'atteinte aux chartes. Vous avez parlé de délais excessifs de discrimination. Quand même, j'aimerais ça vous entendre davantage. Notamment, vous avez parlé des délais excessifs. Là, on parle de 10 à 25 ans dans le refuge ou dans l'humanitaire. Est-ce qu'on ouvre la porte ou est-ce que le Québec s'expose à des poursuites judiciaires pour les délais excessifs? Bien, nous, on est ici au nom de l'Association du barreau canadien, donc on ne peut pas parler au niveau de notre client en tant que tel. Il n'y a pas de question de poursuite. Pour ce qui est des avocats de façon individuelle, bien, ça sera à voir. Mais c'est sûr que oui, c'est inquiétant. Les effets non voulus, là, dans le fond, de ces seuils. Dans votre analyse de juriste, c'est ce que vous avez dit. Vous avez commencé à citer des dispositions des chartes, notamment des obligations dans le Code civil. Vous voyez donc le balbutiement ou le début d'une violation. Là. Il y a quelque chose. Là. Exactement, parce que c'est quelque chose de nouveau. Dans le passé, on ne voyait pas des traitements si différents pour les Québécois versus d'autres Canadiens dans d'autres provinces là, pour des droits fondamentaux inhérents comme le droit à la famille, par exemple. Le droit d'être réuni avec la famille, c'est un droit fondamental dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. De toute façon, est-ce que entre les catégories, le fait qu'il y ait des distinctions ou des délais de traitement qui vont de 12 mois à 25 ans, est-ce que là, entre les différentes catégories d'immigration, il y a aussi là discrimination, violation du droit à l'égalité? Est-ce que
Est-ce qu'il y a une source dans le fait qu'on n'offre pas le même traitement aux candidats immigrants de différentes catégories? Ça, oui, vous allez plus loin dans la réflexion. Quand on voit des personnes, je sais pas, il y a eu un recours qu'on a entendu dans les nouvelles par rapport à des travailleurs qui sont dans des situations d'esclavage, avec des permis de travail fermés. Le droit à l'égalité touche principalement des gens qui sont déjà survulnérabilisés. Je pense qu'on accentue malheureusement les effets de cette violation. Exactement, mais c'est pas... c'est non voulu. Nous, on est convaincus que c'est toutes des situations qui sont non voulues par l'Assemblée nationale. Mais donc, si ces situations-là non voulues n'étaient pas corrigées ou améliorées ou bonifiées, ou en tout cas, disons-le autrement, il y a menace, il y a risque de poursuites judiciaires multiples. C'est possible. Potentiellement. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour la dernière période de la soirée, pas de la soirée, mais cette audition-ci, le député de Matane-Matépédia avec 3 minutes 49 secondes. La parole est à vous. Merci. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, on a parlé des seuils. Quand même faire un récapitulatif des différentes annonces et intentions gouvernementales. 2018, c'était 40 000. 2022, 50 000. Après, il y a eu une pointe. Le ministre avait annoncé 58, 59. C'est revenu. Et là, on va peut-être, on ne sait pas encore, peut-être 50 000, peut-être 60, peut-être 70 000. Mais vous dites que ça devait être le double. Alors, si c'est 100 000, 120 000, j'espère que ce ne sera pas retenu par le gouvernement. Les chambres de commerce ont l'air d'avoir eu assez d'impact. Mais quant à vous, sur le français, vous ne voyez pas un enjeu? Parce que vous ne demandez pas, par exemple, qu'il soit 100 % francophone. Vous demandez 100 000, ça peut être 120 000. Comment concilier un nombre aussi important et la préservation et la vitalité légitime du français qui anime les parlementaires? C'est les services d'accompagnement français, comme il y a la possibilité de francisation, il y a, je dirais, et les chiffres, dans un sens, quand on regarde les chiffres, avec le plan d'admission, les niveaux d'admission projetés en ce moment pour l'immigration économique, maintenant, la part qu'on sélectionne, on parle dans 31 950 par année dans la première projection, alors que même cette année, ça va être entre 32 000 et 33 900. So, déjà, on parle d'une diminution des seuils. Donc, c'est des seuils assez bas par rapport à la population québécoise. Si notre population est en déclin... Si je vous suggère bien humblement que le Québec devrait se fier qu'à ses propres objectifs et ne pas trop se fier au Canada, dans le sens qu'on peut prendre nos décisions nous-mêmes. Et que le poids démographique, à moins que le gouvernement décide que c'est important de suivre, il y a des intérêts qui sont divergents. Sur la langue, par exemple, c'est pas une préoccupation qu'on a à Toronto. On l'a ici. Donc, je veux juste dire que c'est beaucoup pour moi. Puis quand vous dites également qu'utiliser le français comme facteur éliminatoire n'est pas une solution, alors c'est quoi la solution si c'est pas le français? C'est uniquement l'emploi? C'est un facteur important, mais pas le seul dans cette pénurie de main-d'œuvre. Mais un facteur éliminatoire qui n'est pas une... J'ai bien cité votre texte, je crois. C'est parce que souvent on entend ça. C'est important, mais quand on vient peut-être proposer des mesures, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on nous annonce dans les présentations. C'est surtout la francisation qui est la solution, la possibilité d'avancer dans le français pendant le parcours d'immigration. On a eu un test cet été, là. Il y avait beaucoup de gens qui devaient être francisés. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est limiter ce qu'on peut faire. À moins qu'on augmente de façon considérable les succès, mais il y a des limites à notre capacité de franciser, d'avoir des formateurs, d'avoir les lieux pour le faire. Donc, j'essaie de voir comment ça peut être réaliste, les cibles que, éventuellement, vous nous suggérez, et la francisation qui deviendrait un peu la solution aux préoccupations que moi j'ai comme parlementaire pour le français. Alors, je trouve que c'est beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un élément que vous vouliez ajouter, que vous n'avez pas pu dire? En 10 secondes.
L'ABC salue les efforts pour la francisation et ce que nous proposons, c'est une approche non punitive et encourageante. D'accord. Ça termine bien votre intervention. Merci. Alors, ça conclut cette audition. Mais Maître Medolmis, Maître Molina, merci de l'apport à nos travaux. Alors, je suspends la commission pour quelques instants, le temps d'installer le prochain et dernier groupe de la soirée. Merci.